On a même une solution un peu extrême, mais qui est très convaincante et très impressionnante. On va carrément accrocher un bras robotique à la tête de l'utilisateur, au casque, et on va bouger la tête. Et quelque part, on va créer une plateforme de simulation au niveau de la tête pour ajouter ces informations de mouvement. La réalité virtuelle désigne les moyens permettant de tromper notre cerveau en simulant un environnement grâce au pouvoir de l'informatique. Si elle ne date pas d'hier, elle est revenue sous les feux des projecteurs avec l'emballement récent autour du métavers, qui présage une révolution dans notre façon d'interagir avec le virtuel. Après avoir proposé une définition de ce métavers avec Sébastien Borget, cofondateur de Sandbox, nous allons cette fois-ci nous intéresser à un des moyens d'accéder à ce monde parallèle, la réalité virtuelle. Ce domaine n'échappe plus au chercheur Anatole Lécuyer, qui mène des travaux en ce sens depuis plus de 20 ans. Bonjour Anatole, merci d'être venu sur Paris, parce que je le précise, vous êtes directeur de recherche à l'INRIA de Rennes, et un de vos thèmes de prédilection en recherche, c'est autour de l'haptique. Oui, alors moi je travaille, c'est vrai, sur la réalité virtuelle, plus généralement, mais on s'est concentré, en tout cas au début de mon activité scientifique, sur l'haptique. Maintenant, c'est devenu relativement à la mode, relativement tendance, parce que c'est un petit peu la prochaine étape. Après les visiocasques, comme celui qui est posé sur la table juste devant moi, on commence à voir des images virtuelles qui sont de plus en plus réalistes, de plus en plus crédibles. On va s'attaquer aux autres modalités sensorielles de l'être humain et essayer de créer l'illusion d'une réalité alternative dans les métavers. Et donc, une des prochaines étapes, c'est le sens du toucher. Alors moi, je travaillais pour Airbus, pour Aérospatiale, en fait, EADS, ça a changé de nom, et pendant ma thèse, la société s'est appelée EADS. Il s'agissait de simuler pour les opérateurs de maintenance, les ingénieurs de maintenance qui travaillent sur les maquettes d'avions, en réalité virtuelle, les opérations de maintenance. Il s'agissait de pouvoir ressentir les collisions, les chocs, et vérifier que les pièces virtuelles pouvaient bien s'emboîter les unes dans les autres, que la maquette était correcte. Et au bout de quelques semaines, quelques mois de ma thèse, mon interface robotique a cassé, et je me suis retrouvé à devoir travailler sur l'haptique sans technologie. Et c'était le début d'une belle aventure. On a inventé en fait des techniques basées sur des effets visuels pour simuler des sensations haptiques. Ça a très bien marché, on appelait ça le retour pseudo-haptique. Aujourd'hui, c'est un des résultats pour lesquels peut-être mon activité scientifique est la plus reconnue. Donc voilà, il y a la façon de faire croire en fait un relief particulier, ou de faire croire aussi qu'on a un sixième doigt par le toucher. Donc il y a vraiment des illusions qui trompent le cerveau, et c'est un peu la base peut-être du début de la réalité virtuelle. C'est très important, c'est prédominant dans plein d'applications d'avoir un retour visuel qui soit convaincant, mais dans beaucoup d'applications ensuite, on va avoir besoin de toucher, de sentir la matière, les objets virtuels. Et le petit exemple quand même que je donnais sur le pseudo-haptique, c'est effectivement, si vous voulez ressentir le relief d'une image avec un curseur de souris, la technique qu'on a proposée, c'était il y a déjà 15 ans, c'est simplement de ralentir le curseur artificiellement, ou de l'accélérer en fonction des pentes de l'image. Donc par exemple, on ralentit quand ça monte sur le caillou, on accélère quand ça descend, et ce petit effet visuel-là vous donne l'impression que votre souris est encrassée, ou en fait qu'il y a un petit effet de résistance, et ça simule très efficacement le relief d'une image, alors là pour le coup à vraiment très peu de frais. Donc un PNG de caillou et une accélération du curseur, ou un ralentissement du curseur suffit à créer un pseudo-haptique. Ça suffit et ça marche très bien. Et c'est vrai que maintenant, donc là, on a parlé un petit peu de cas d'usage industriel, et aujourd'hui, là, ce qui revient souvent maintenant, c'est le divertissement. Et il faut dire que 30 ans ou 40 ans en arrière, le divertissement avait quand même peine à décoller à cause de notamment ce qu'on appelle le cybermalaise. Oui, je pense qu'il y avait différentes raisons, effectivement, pour lesquelles la diffusion grand public était retardée de ces technologies-là. Elle l'est toujours actuellement. En particulier, le coût, la complexité, donc le manque d'ergonomie de ces systèmes aussi. Et puis, cette question vraiment compliquée du cybermalaise, de la cinétose, donc de ce mal des simulateurs qui affecte l'immersion en réalité virtuelle. Il y a plusieurs théories pour essayer de l'expliquer. Celle des conflits sensoriels, c'est-à-dire que vous êtes, et c'est celle du mal de mer ou du mal de simulateur classique, où vous avez votre système vestibulaire, c'est-à-dire votre système lié à l'équilibre, qui vous dit que vous êtes assis sur votre chaise, là, puis le casque de réalité virtuelle et votre système visuel
qui vous dit au contraire que vous êtes en train de bouger, donc ça crée un conflit sensoriel, et là ça se passe pour certaines personnes pas très bien, allant jusqu'à des symptômes assez graves. C'est quand même encore un point dur actuellement. Il y a des techniques qui existent, mais qui vont parfois casser l'immersion, c'est-à-dire qu'on va réduire le champ de vision, on va flouter la périphérie, on va trouver des astuces comme ça, mais qui vont être au détriment d'un certain sentiment d'immersion. Donc ça reste un point dur. Nous, on a des approches très originales dans l'équipe, par exemple. On va travailler à Rennes sur des effets haptiques, justement, qu'on va combiner pour essayer d'augmenter les impressions de mouvement. On a même une solution un peu extrême, mais qui est très convaincante et très impressionnante. On va carrément accrocher un bras robotique à la tête de l'utilisateur, au casque, et on va bouger la tête. Et quelque part, on va créer une plateforme de simulation au niveau de la tête, pour ajouter ces informations de mouvement. D'autres cas d'usage un petit peu qui sortent un peu du commun, vous m'aviez aussi évoqué des cas de clinique. Et ça, c'est quelque chose qui est en cours encore d'études. Oui, c'est intéressant d'avoir en tête qu'effectivement, ces technologies, elles existent depuis assez longtemps, en réalité. Elles ne se sont pas toujours appelées métavers. Dans notre laboratoire, c'est beaucoup vers ce genre d'application à haute valeur sociétale ajoutée qu'on essaye de promouvoir. Et en particulier dans le domaine médical. Donc. Pour cela, dans notre équipe, on a la chance d'avoir Mélanie Cognier, qui est médecin au CHU de Rennes, dans notre équipe, qui est chercheur dans notre équipe, et qui nous aide à tester, à proposer des projets et tester nos technologies dans un contexte médical, avec des patients. Je peux prendre un exemple si vous voulez. Donc c'est un système qu'on a développé très très vite, dans un temps record, en fait, au moment de la crise du Covid, pour proposer une application de réalité virtuelle pour les patients qui sont en réanimation, qui sortent de l'état de coma, après avoir été intubés et dans le coma pendant plusieurs jours ou semaines. Et quand on se réveille de cette situation-là, il se trouve qu'on est extrêmement affaibli, on a perdu toute sa masse musculaire, on est en état de choc, et on a très peu, malheureusement, de moyens de se rééduquer. Et donc on a proposé d'utiliser la réalité virtuelle dans le lit du patient, dès leur réveil, quelques heures à peine après le réveil du coma. On propose un casque de réalité virtuelle à des patients qui vont se voir dans une scène de réalité virtuelle, dans un avatar qui va se mettre à marcher. Et qui va marcher pendant 9 minutes, tous les jours. Oui, tous les jours. Pendant 10 jours. Pour prendre l'habitude. Voilà, pour ce, quelque part, on espère que ça va réactiver certains circuits, certaines connexions cérébrales, que ça va démarrer le processus de rééducation en avance et qu'on va gagner de la récupération, gagner des jours de récupération sur la reprise de marche. Donc, études cliniques en cours, on verra ce que ça va donner, mais c'est ce genre de projet, effectivement, qu'il faut avoir en tête aussi, au-delà de certaines applications qu'on voit aujourd'hui, tout à fait à juste titre dans le domaine du divertissement, mais qui amènent aussi à des réflexions sur ces technologies pour la santé, pour le sport, pour le bien-être sociétal. C'est vrai qu'il y a des usages professionnels, en tout cas, qui sont déjà utilisés aujourd'hui et qui amènent vraiment une valeur. Je pense notamment à la maintenance industrielle. Ça permet aussi de préparer des effectifs ou des ingénieurs à faire de la maintenance et éviter des risques industriels et donc des dangers. Oui, tout à fait. C'est vrai que on n'a pas toujours ça en tête aussi au niveau du grand public. Les usages de la réalité virtuelle dans le domaine industriel, sur lesquels nous on travaille aussi beaucoup et depuis très longtemps, se sont répandus dès les années 90, 2000 également, dans les grands groupes, et puis ensuite 2010 dans les PME, sur des sujets essentiels pour les entreprises, comme le prototypage virtuel, la revue de projet, la simulation, la visualisation de données, l'entraînement et la formation. Ce sont des aspects essentiels aujourd'hui dans l'industrie, et là la réalité virtuelle s'est imposée largement depuis 15-20 ans. Oui. Donc pour vous, est-ce que tout cet emballement qu'on peut avoir justement sur le champ du divertissement autour du métavers, est-ce que c'est une bonne chose ? Oui, ce qu'on peut regretter peut-être, mais c'est quand on est un spécialiste du domaine, c'est qu'il peut y avoir des approximations, des raccourcis historiques, des concepts qui sont mal maîtrisés peut-être par certains, mais je trouve que c'est assez normal finalement avec aussi le fait que, et ça va avec une démocratisation de ces technologies-là et des notions qu'il y a derrière. Maintenant, ce qu'il faut, nous, collectivement aussi, les collègues de ce domaine-là, on a aussi cette mission d'éducation. On doit accompagner aussi le grand public en expliquant ces technologies, ce qu'elles peuvent faire de bien, ce qu'elles peuvent faire de mal également.
et accompagner ce mouvement-là avec une volonté d'explication. Super. Eh ben, écoutez, là, il reste donc la dernière question, c'est la question mystère. Vous allez me dire si pour vous c'est une fiction ou une réalité. Alors, j'explique. En fait, dans l'épisode 2 de la saison 3 de Black Mirror, on y voyait en fait une entreprise qui implantait une puce dans la nuque d'un sujet pour adapter un jeu vidéo à ses plus grandes phobies. Alors qu'Elon Musk annonce dévoiler en octobre prochain son implant cérébral Neuralink, enfin en tout cas il va nous donner plus de détails, est-ce que pour vous c'est un champ de la recherche qui est probable? Alors c'est plus que probable parce qu'en fait c'est déjà le cas. Dans le domaine de la recherche et même dans le domaine industriel, existent déjà des technologies qui permettent d'accéder à l'activité cérébrale avec des équipements de neuroimagerie. Donc c'est souvent de l'électroencéphalographie, de l'EEG, les casques à électrodes qu'on retrouve à l'hôpital par exemple, pour du diagnostic. Donc ces technologies qui essayent de lire l'activité cérébrale, de décoder l'activité cérébrale, et ensuite d'en déduire une commande, par exemple, pour un système, que ce soit un ordinateur, un avion, enfin un drone. Mais là, il faut quand même faire un petit peu attention, parce que l'état actuel des technologies est vraiment pas au niveau d'un joystick. Oui. Ce sont des technologies qui, elles aussi, sont en réalité assez anciennes. On trouve des exemples d'interface cerveau-machine dès les années 60, en fait, ça a 60 ans. Les concepts sont également très anciens, les idées et les projections futuristes existaient déjà à cette époque-là. Et par contre, ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme pour la réalité virtuelle et les métavers, ces technologies sont au cœur d'un emballement médiatique et économique, avec des moyens conséquents qui sont mis sur ces technos-là, qui avancent, mais relativement modestement. La tâche est encore plus difficile peut-être qu'avec la réalité virtuelle. Donc on voit quand même depuis déjà 10, 15, 20 ans des prototypes d'interfaces telles que celles que vous décrivez. Alors pas forcément avec des implants, ça peut être des systèmes surfaciques à la surface du crâne, mais existe déjà beaucoup d'exemples de ces technologies-là, notamment dans notre laboratoire, on travaille dessus depuis 15 ans. Donc voilà, et vous en parlez justement dans votre livre qui est sorti en format de poche. Oui, alors il va sortir en poche bientôt. Okay. Et voilà, donc ça c'est pour ceux qui voudraient éventuellement se renseigner un peu plus sur ces technologies-là et leurs effets sur nous-mêmes et ce qu'on apprend aussi de nous-mêmes et de notre cerveau. Et de manière un peu plus vulgarisée, accessible aussi. Tout à fait. Et ben parfait, merci Anatole et à très bientôt. Merci pour l'invitation.